Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans la conférence organisée par My Private Coach App sur le leadership engagé. Donc, j'accueille aujourd'hui Marina Rachlin, Laetitia Debos et Valérie Zitvogel qui vont nous parler de ce sujet dont on parle de plus en plus, mais finalement, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et donc, My Private Coach App, pour vous rappeler ce que c'est. Moi, je m'appelle Marie Roussel, je m'occupe du contenu, mais je suis également coach, life coach et coach carrière. Et on organise depuis un mois une série de conférences sur différentes thématiques qui touchent le coaching, le développement personnel, le business, la carrière, l'amour, la nutrition. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un sujet qui est assez transverse parce que c'est aussi bien du business, mais aussi du développement personnel. Et parce qu'être leader, voilà, ça commence par soi. Donc, on a décidé d'aborder ce sujet aujourd'hui et de parler à 3 expertes du sujet dans différents domaines. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc le leadership engagé, je vais vous proposer de vous présenter en quelques mots. Je vais vous donner chacune la parole pour que vous puissiez nous décrire votre parcours. Et ensuite, on arrivera sur la définition du leadership et qu'est-ce que la partie engagée ajoute à ce leadership. Et ensuite, une autre série de questions pour que les auditeurs puissent repartir avec des outils et des clés pour être leader de leur vie et engagés dans un avenir plus optimiste et plus positif. Donc, Laetitia, je te laisse la parole. Merci Marie. Alors en fait, moi j'ai fait 15 ans d'événementiel dans l'industrie du corporate, donc à coacher des chefs d'entreprise sur leur prise de parole et à imaginer des événements justement qui aient un impact sur les gens qui les vivaient. Donc voilà, et ça a été ma première, on va dire, vie professionnelle. Et ensuite, j'ai eu ce ressenti qu'il y allait avoir un vrai basculement autour de l'entreprise parce que je voyais que tous les ans ou tous les 2 ans, on parlait de la même chose et il y avait les mêmes problématiques. Et lorsque je suis partie, donc pendant plusieurs mois pour aller voir ce que c'était qu'une entreprise éco-responsable, ce genre de choses, je suis revenue avec beaucoup d'outils, énormément d'outils. Et ça m'a permis aujourd'hui justement de pouvoir accompagner donc, des entrepreneurs, des lieux aussi, il n'y a pas que ça, et des entreprises pour pouvoir justement faire émerger une nouvelle économie et de les faire émerger de leurs propres talents. Voilà. Donc, c'est comment justement aider l'entreprise à avoir un impact positif sur l'humain et l'environnement en étant économiquement viable. Donc, c'est tout un mécanisme de transformation qui se fait au travers des missions que j'ai. Merci beaucoup Laetitia. Ravie d'en savoir plus, surtout dans la suite de la conférence. Marina, je te laisse la parole pour que tu te présentes en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marie pour l'invitation. Alors moi, je suis avant tout une maman. J'ai un petit garçon de 9 ans. Je suis une entrepreneuse et une exploratrice. J'ai visité une 50aine de pays dans le monde. Et au niveau professionnel, j'ai à peu près 15 ans d'expérience internationale en leadership de l'innovation. J'ai monté des projets from scratch dans l'innovation, dans différents secteurs, dans le digital, dans l'industrie, les médias et dans les startups. Je suis passée notamment chez Michelin, chez Skyrock, MTV et plus récemment à The Camp, qui est un campus d'innovation. Et en fait, toutes ces expériences m'ont permis de comprendre très tôt l'importance de placer l'humain au centre de toutes les actions, car l'humain, en fait, est trop souvent délaissé au profit de la croissance économique dans les organisations. Et j'ai très vite aussi compris l'importance de donner du sens au projet que l'on mène, parce que c'est vrai que le monde a évolué radicalement ces dernières années. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire du business comme avant. On doit évoluer. Et c'est pour répondre à ces enjeux de transition et de transformation que j'ai créé ma boîte qui s'appelle Wavemakers, qui est une agence qui accompagne l'évolution des organisations grâce à l'innovation et à l'intelligence collective pour créer de nouveaux modèles plus vertueux. Voilà. Merci Marina. Donc à toi Valérie, je sais que ta connexion n'est pas très bonne, mais j'espère que tu nous entends et que tu pourras répondre pour te présenter. Bonjour, je m'appelle Valérie Zitvogel. Alors moi, j'ai travaillé 30 ans dans diverses entreprises
de la cosmétique majoritairement et de la mode. 30 années d'opérationnel, notamment donc chez L'Oréal d'abord, puis chez Agnès B pendant très longtemps où je suis restée plus de 20 ans, et enfin chez Nuxe. Très opérationnelle où j'ai créé des structures aux quatre coins du monde puisque ce sont dans les 3 cas des boîtes qui étaient en plein développement quand j'y suis entrée. Chez Agnès B, une fois encore notamment, où j'ai fait vraiment une grande partie de ma vie professionnelle. Et c'est d'ailleurs chez elle que j'ai compris, par elle, qui est une femme extrêmement engagée, très fidèle, très éthique, très visionnaire, et qui, alors que c'était totalement has-been il y a 20 ans, de parler du Made in France, au moment où tout le monde parlait que de faire de la marge et de l'expansion, dire oui, mais pas à n'importe quel prix, c'était complètement à contre-pied. Et dans un premier temps, je trouvais qu'elle était, j'ai eu la bêtise de penser qu'elle ne comprenait pas à ce qui se passait, rien à ce qui se passait autour d'elle. Et en réalité, je me suis rendu compte 20 ans plus tard que c'est ça l'engagement, une vision, un cap, se le garder, le tenir, et pas à n'importe quel prix, justement. Voilà. Donc de l'opérationnel, engagé sans le savoir quand je le faisais. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, puisque donc j'ai décidé de créer une structure et j'accompagne aujourd'hui des jeunes gens, ce sont des startups, donc j'ai une vingtaine de boîtes, les dirigeants ont entre 25 et 35 ans. Donc, et j'essaie de leur transmettre ce sens de la vision, en fait, parce que c'est ça l'engagement pour moi. Merci beaucoup Valérie. Ça va être une discussion très très intéressante. Donc on va passer au sujet du jour. Donc pour remettre le contexte du moment, donc on vit dans un monde qui va à 100 à l'heure, qui va vite, qui va beaucoup trop vite, pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Et cette année 2020 a été fortement marquée par la crise et le confinement. Le déconfinement est en cours dans beaucoup de pays, mais ça a quand même forcé le monde entier à ralentir. Et le monde a forcément changé. De toute façon, le monde change tous les jours. Et c'est pour vous, c'est pour nous tous, en fait, le moment de tester et de trouver de nouveaux business models. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Le monde dans lequel on était n'est pas viable, n'est pas sustainable, comme on dit. Et on allait droit dans le mur. Donc, c'est l'occasion de remettre les choses à plat et de créer quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut des leaders, il faut un moment avoir des personnes qui ont conscience de ça et qui prennent les bonnes décisions et qui ont cette vision dont vous avez parlé, qui permettra d'avancer dans la bonne direction et surtout d'amener les gens avec soi, parce que c'est ça aussi, être un leader. Donc, on sort du confinement pour beaucoup. Donc, pour vous, quelles sont les bonnes nouvelles et les révélations que ce confinement ont fait émerger, aussi bien en vous et autour de vous? Donc, Marina. Alors moi, un de mes motos dans la vie, c'est de transformer les contraintes et les obstacles en opportunités. Donc, dès que je me suis retrouvée confinée, j'ai essayé de voir comment je pouvais être utile. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas essentielle à la société parce que je n'étais pas infirmière, je ne tenais pas un commerce, je n'avais pas de potager. Donc, j'ai essayé de travailler autour de mes ressources. J'ai créé une initiative avec Wafa Madous qui est intervenue dans une des conférences. On s'est appelé un soir et on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à relier les gens. Parce que moi, j'ai un des challenges que je me fixe dans la vie, c'est que chaque semaine, je veux rencontrer entre 1 et 3 nouvelles personnes. C'est mandatory, c'est obligatoire pour moi, pour me sentir bien, pour rencontrer des personnes avec des points de vue différents. Donc, j'ai besoin de ça. Et fort de ça, en fait, on a créé le goûter des Jedi confinés. Donc, on a aidé, on a organisé 33 goûters bénévoles. On a connecté 300 personnes provenant de 15 pays. Donc, on leur donnait rendez-vous tous les jours à 4 heures pour goûter, à part les week-ends. Et on mettait un coup de projecteur sur un talent engagé, sans être dogmatique, simplement pour montrer qu'il y a des gens qui passent à l'action et que c'est à la portée de tout un chacun. Donc ça, c'était super parce que ça a fait émerger des révélations, des changements de carrière et également des projets. Et sinon, plus globalement, autour de moi, ce que j'ai pu constater, en fait, c'est une prise de conscience des gens qui a complètement évolué.
notamment autour de la consommation. Il y a Valérie qui parlait tout à l'heure du Made in France. Je crois que c'est plus que jamais d'actualité. Également, les circuits courts. Je pense que les gens ont compris qu'ils pouvaient voter avec leur carte bleue aujourd'hui et favoriser tout ce qui est local, tout ce qui est circuit court et abandonner un peu les grandes surfaces ou les autres Amazon, etc. Et une prise de conscience aussi au niveau du travail parce que beaucoup de gens ont télétravaillé. Je pense que ça appelle aussi un changement de qualité de vie, un appel à une meilleure qualité de vie, donc moins de temps dans les transports. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont rendues compte que c'était possible d'allier les deux, même s'il faut mettre des choses en place. Et aussi, dans le travail, il y a la prise en considération des métiers qui n'étaient pas reconnus alors qu'ils sont essentiels à notre société. Et après, le dernier point, je dirais que c'est essentiel, bien sûr, c'est se rapprocher de la nature. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fui les grandes villes pour se mettre au vert. Et je crois que là, on a tous pris une claque d'humilité qui nous a forcé de nous rappeler d'où on venait et que la nature était essentielle à nos vies et à notre développement. Merci beaucoup, Marina. Oui, j'avais suivi de loin les 33. Donc, c'est une très belle initiative et bravo. Et je pense que ça va continuer et grossir. Donc bravo. Laetitia, Merci. quelles sont pour toi les bonnes nouvelles et révélations de ce confinement? Eh bien, ce que j'ai ressenti, moi, c'était dans ce que j'ai vu et dans ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque comme Marina, j'ai eu un moment de basculement, puisque pendant mes pérégrinations de ces dernières années, j'ai pu me former au yoga de la Kundalini, à des techniques de guérison. Et lorsque ça a commencé les premiers jours du confinement, on a tous senti, en tout cas moi, j'ai senti beaucoup de tension auprès des gens, énormément. Et sur les lieux que j'ai pu créer, on a proposé des cours. Et donc, je suis devenue professeure de yoga Kundalini. Alors, j'étais formée, donc j'avais tout à fait la faculté de le faire, mais c'est vrai que ça ne m'était jamais venu à l'idée. Moi, c'était plutôt une recherche personnelle pour pouvoir justement trouver mes outils et justement être dans cette quiétude au quotidien. Et en fait, ce que j'ai ressenti, donc du coup, je suis devenue professeure et ça a été un bonheur incroyable puisque ça a eu en fait, tous les yogis ont eu beaucoup de succès, tous les thérapeutes ont eu beaucoup de succès parce que j'ai ressenti le jeu au service du nous. C'est-à-dire, on va d'abord se faire du bien, en fait. On a vraiment besoin de se faire du bien. Et surtout, le fait d'être entré dans cette mécanique, ce processus, on voyait au fur et à mesure du temps que les gens commençaient à avoir des envies d'essentiel. Et là, il a, quelque part de manière très spontanée et organique, des envies saines qui arrivaient sur un monde, on va dire, plus vertueux, venaient de manière très, très automatique, puisque chacun commençait à faire ce processus de transformation sur lui-même avant tout, au lieu de s'agiter dans tous les sens ou d'intellectualiser. Donc voilà, ça, j'ai ressenti vraiment quelque chose de très fort autour de ça, qui était très positif. Et d'ailleurs, je le ressens encore au travers des webinaires qu'on peut organiser, des ateliers, où les gens sont très en demande justement de ce genre de changement et de cette profondeur de chacun. Et ensuite, et non des moindres, je trouve, on s'est tous rendu compte à quel point les métiers qui avaient été, et tu l'as évoqué d'ailleurs Marina, qui avaient été mis de côté pendant des années, en fait, c'était des métiers essentiels. Les paysans, les livreurs, les commerçants, en fait, ils nous ont permis de vivre et bien vivre. Et ça a été merveilleux aussi de se rendre compte à quel point, par l'expérience, tous ces métiers étaient nécessaires. Et surtout dans nos villes et dans nos pays, où on a quand même mis tous ces métiers comme des voies poubelles, entre guillemets, lorsqu'on est dans des moments de transition de sa vie et jeune, où on doit être ou des intellectuels nés, ou bien tout le reste, c'est vraiment des endroits pas terribles à explorer, comme l'artisanat. Donc ça, pour moi, ça a été une chose extraordinaire à voir émerger. Merci beaucoup, Laetitia. Valérie, quelles sont pour toi les bonnes nouvelles? Alors, les bonnes nouvelles, je ne vais pas paraphraser ni Marina ni Laetitia, mais évidemment, je partage ce qu'elles viennent de dire l'une et l'autre. Donc, effectivement, moi, j'ai eu exactement le même ressenti, à la fois une espèce de conscience de l'équilibre familial
de retrouver ça, la force de l'équilibre dans une famille, contrainte à être H24 ensemble. Et ça, je l'ai surtout observé beaucoup autour de moi. J'ai eu beaucoup de témoignages et tout le monde disait que les Chinois divorçaient à l'appel derrière le confinement. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il ne se passe pas ça en France. Je n'ai pas vu de données, hein, mais en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle et autour de moi, c'est plutôt le ciment de la famille qui est quand même très, très, très fondamental, qui a été mis en exergue. Et comme si tout le monde reprenait conscience de ça. Donc ça, c'est fondamental pour moi. Et paradoxalement, parce que c'est tout le paradoxe de l'histoire, exactement ce que vient de dire Laetitia, le déséquilibre total avec une prise de conscience du déséquilibre, de la valeur qu'on donne à certains métiers, à certains pans de l'économie, alors que, effectivement, on vivait au quotidien pendant le confinement. Sans eux, on n'aurait pas pu s'en sortir. Donc, c'est cette espèce de paradoxe entre l'équilibre à l'intérieur de soi et au sein de sa famille, et le déséquilibre et les injustices qui me sont apparues encore plus patentes que jamais. Et je l'espère, non seulement donc une fois ce constat et cette expérience vécue, j'ai l'impression qu'émerge une vraie dynamique de rétablir une justesse dans tout cela, et j'espère que ce ne sera pas juste une prise de conscience qui restera sans effet. Et pour ma part, donc, j'ai beaucoup bossé aussi pendant le confinement, en fait. D'abord parce que certains de mes clients qui ne travaillent qu'en online et qui sont des entreprises, notamment pour citer un exemple, Monsieur Marguerite, qui vend des fleurs en ligne. Ce sont des abonnements de fleurs ou des bouquets qu'on peut faire livrer à ses amis, à n'importe qui. Mais qui ne travaillent qu'avec des horticulteurs français, locaux, pas de pesticides, enfin bref. C'est le acteur sur le marché des fleurs qui offre une structure produit qui soit jolie et qui soit surtout propre. Voilà, donc eux, on a fait énormément on a fait des opérations de fleurs solidaires parce que les horticulteurs, évidemment, leurs fleurs avaient poussé. En plus, il a fait un temps de rêve. Donc, il fallait soit détruire, soit trouver des moyens d'écouler les productions, et sans compter que ils n'avaient aucun revenu. Donc, on a monté des grosses opérations qui ont super bien marché. On a recruté 25 000 clients en ligne, ce qui est incroyable sur une période aussi courte pour une super petite boîte. Donc ça, c'était génial, mais on a passé pas mal de temps. Je travaille également pour une marque, pour vous donner des exemples, qui s'appelle Ellosa, qui est une société qui propose de soit revendre, recycler, donner et ou réparer tout votre petite électronique dont vous ne vous servez plus. Et là, en l'occurrence, on a monté une opération tri solidaire au profit de la PHP, où tout un chacun qui avait que ça à faire que de mettre dans un carton Amazon usagé récupéré du précédent envoi, tout son fourbitose qui traînait au fond des placards. Et voilà. Et donc là, c'est pareil, on a fait une très très belle opération. Et comme l'expliquaient Marina et Laetitia, en fait, même dans ce contexte-là, dès lors qu'il y a du sens, quoi. Que l'histoire qu'on raconte a du sens. Et là, c'était impeccable. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Donc, merci à toutes les trois pour vos bonnes nouvelles qui posent aussi un peu le décor d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de leadership. On va parler de leadership engagé, et vous êtes toutes les trois des leaders engagés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur qu'est-ce que le leadership ? Parce que quand on a demandé à notre communauté leadership, ils ont plutôt dit Kesako, que je maîtrise totalement. Donc voilà, je pense que redéfinir ce qu'est le leadership, selon vous, parce que ça reste quand même une définition personnelle, et en quoi celui que vous pratiquez et que vous encouragez, donc ce leadership engagé, en quoi est-ce qu'il est différent de celui que nous avons l'habitude de voir en entreprise ? Donc Valérie, je te laisse la parole. J'ai un peu défloré tout à l'heure. Pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. C'est pour moi fondamentalement ancré dans l'humain. Non pas être leader, mais l'engagement, c'est le propre sens qu'on veut donner à
enfin, c'est investir dans ce qu'on ressent, en fait. Je pense qu'on ne peut pas partir d'autre chose que là où on a des affinités. Donc, s'inventer leader engagé, pour moi, c'est un contresens total. Donc, pour moi, être engagé, c'est avoir ses propres convictions et tout mettre en œuvre pour garder le cap et rester sur la vision de ses engagements, de ses propres engagements. Et après, être un leader engagé, c'est quoi? C'est les transmettre. C'est être capable d'avoir suffisamment de capacité à convaincre, à rallier et à accompagner. Et en général, c'est par l'expérience. Ce sont sur des exemples concrets qu'on arrive à embarquer les gens qu'on devient un leader engagé. Donc, ça passe avant tout, une fois encore, par ses propres convictions et son... Merci beaucoup Valérie. Marina, je te laisse la parole sur, voilà, le sens que tu veux, mais qu'est-ce que le leadership et le leadership engagé pour toi? Ok. Alors, le leadership pour moi, c'est plutôt de l'ordre du savoir-être. Et je peux le comparer par exemple au management. C'est peut-être une notion avec laquelle les gens sont plus sont plus à l'aise. Pour moi, le leadership, c'est plutôt de l'ordre du savoir-être et le management, c'est plutôt de l'ordre des compétences, donc du savoir-faire. Et donc, un bon manager doit permettre à ses équipes de délivrer des objectifs, faire des feuilles de route, des plans d'action, etc. Alors que le leader, pour moi, il y a une phrase de Peter Drucker que j'adore qui définit bien ce qu'est pour moi un leader, c'est arriver à faire des choses extraordinaires à des gens ordinaires. Donc pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est charismatique et qui invite les gens à un voyage avec lui et qui arrive à fédérer des gens autour d'un projet collectif. Et le leadership engagé, pour moi, c'est être au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est être en capacité de mettre l'individu au service d'un collectif et parce qu'en fait, on crée collectivement des résultats qu'on ne veut pas individuellement. J'ai vu beaucoup ça dans les organisations et dans les entreprises. Avec le confinement et toutes les crises qu'on vit depuis quelques années, nos croyances collectives ont un peu volé en éclats. Et je pense qu'il est temps de s'autoriser à penser avec son cœur. Donc pour moi, un leader engagé, c'est quelqu'un qui sait penser avec son cœur, qui se l'autorise, alors que dans les grandes organisations, en général, on ne laisse pas trop de place pour ça. Et c'est quelqu'un qui va mener ses projets, qui va gérer ses équipes en conscience. C'est-à-dire qu'il va rechercher systématiquement une sorte d'équilibre entre la viabilité économique du projet, l'humain qui doit être au centre, parce que comme je le disais tout à l'heure, on le met très souvent de côté au profit de la maximisation des résultats, optimiser le profit, le culte de la performance, etc. Donc, la viabilité économique du projet, l'humain au centre et bien sûr un impact positif. Un leader engagé, un leader éclairé, peu importe en fait comment on l'appelle, il doit être au service de résultats qui ne sont pas nécessairement que financiers, mais qui ont aussi un impact positif sur la planète, les gens, en tout cas qui défend une cause et qui est, comme je le disais plus tôt, au service de quelque chose de plus grand que lui. Et c'est du coup s'autoriser à être, voilà, à être et pas être que dans le faire, parce qu'on est des êtres humains, pas des fers humains, voilà. Et c'est quelqu'un aussi qui sait se mettre en mouvement et mettre ses équipes en mouvement et qui n'est pas paralysé par la peur d'avancer ou de se tromper. En France, en tout cas, je sais qu'aux États-Unis, où tu es, Marie, c'est différent. On a beaucoup plus la culture de l'échec. Et je sais que si on passe un entretien avec un recruteur américain, il aura tendance à prendre la personne qui a échoué et qui a appris de son échec, alors qu'en France, on a tendance à toujours valoriser tout ce qu'on a fait de bien, alors que les échecs sont hyper formateurs. Donc pour moi, un leader éclairé, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur de l'échec, qui sait même le valoriser, l'autoriser auprès de ses équipes et qui est en capacité de se positionner dans ce nouveau monde. Voilà. Pour moi, c'est prendre position. Donc ça rejoint ce que disait Valérie sur la conviction et la vision. Et c'est se positionner dans le nouveau monde qu'il veut créer. Donc, ça rejoint la vision. Il faut quand même qu'il ait une vision. Merci beaucoup, Marina. C'est très clair.
tout cas, je pense que ça a éclairé beaucoup de personnes. C'est un terme que tu as utilisé, donc merci. Laetitia, est-ce que tu peux nous partager, toi, ta propre définition du leadership et spécifiquement le leadership engagé? Bah, écoutez, oui, en fait, c'est ce que je marquais dans ma bio. Moi, ce que j'ai ressenti sur le leadership, c'est vraiment, en fait, on n'est plus dans on est dans limite un lifestyle, une philosophie de vie. L'être, oui, être, c'est-à-dire qu'en fait, le leadership, c'est pour tout le monde. C'est plus pour une catégorie de personnes en réalité. C'est, je pense d'ailleurs, ce que l'on va comprendre du leadership, du leader engagé, du leader éclairé, qui a justement cette faculté à être et à exister, que chacun puisse exister. Moi, je suis une personne qui pense que chacun doit prendre sa place pour que les choses puissent vraiment bouger, puissent vraiment évoluer dans notre système et qu'on a besoin de tout le monde. Le challenge est grand et que de ce fait, ce leader, en effet, doit ouvrir son cœur en grand et se connaître. Se connaître, donc, ça veut dire exactement, c'est savoir accepter ses échecs, mais plutôt se rendre compte combien c'est primordial d'en avoir et d'avoir des expériences de cet ordre pour pouvoir rebondir dans la vie. D'avoir justement une vision très claire dans laquelle on doit se positionner dans cette époque qui nous est offerte, avec beaucoup de challenges, justement. Et donc, c'est aussi avoir du sens de l'humour, de garder de la légèreté dans le drame, parce que c'est vrai il y a quand même des sujets qui sont assez lourds, et on a besoin de mettre de la légèreté. Je pense que ça doit faire partie aussi du leadership de chacun. Et de donner la place à chacun, de responsabiliser et de se rendre compte à quel point tout le monde a un talent qu'il doit exprimer. Et je pense qu'un leader doit justement se rendre compte de cette puissance du collectif et de pouvoir donner la place à chacun. Donc ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, puisqu'on n'a pas été éduqué comme ça quand on était tout petit dans les écoles. Et que c'est vraiment cette émergence de leader éclairé qui est en train d'arriver. Donc, je ne vais pas paraphraser non plus trop mes camarades, mais parce que évidemment que je suis complètement dans la lignée. Mais voilà, si je devais rajouter, c'était ça que j'avais envie de dire, en plus de ce qu'elle venait d'exprimer. Merci beaucoup, Laetitia. On va passer à la partie conseils pratiques. L'idée, c'est qu'en fait, on a été un peu sur la théorie, mais c'est vrai que ça reste des mots et qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment faire ça. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux personnes qui veulent être plus engagées, être plus éclairées? Donc, Laetitia, je te redonne la parole. Dans un premier temps, c'est s'occuper de soi. Je pense que c'est nécessaire d'avoir, on l'a un peu défleuré tout à l'heure, mais c'est vraiment d'avoir cette clairvoyance que si nous ne sommes pas bien soi, si on nourrit trop notre ego, si Dieu sait que le système nous amène beaucoup à ça, en fait, c'est d'arrêter d'être sur la réaction et les émotions, mais d'être vraiment sur, voilà, d'être beaucoup plus à l'aise dans sa vie et dans ce bien-être pour pouvoir justement prendre sa place et développer ses talents avec chacun. Parce que ça crée énormément de dysfonctionnements que à chaque fois d'être dans cette réaction et dans ses émotions. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est ce fameux jeu au service du nous. Ne pas se mettre de côté, bien au contraire. On a besoin de gens qui soient bien ancrés dans leurs chaussures, qui soient vraiment très à l'aise, le plus à l'aise possible, dirons-nous, puisqu'on est évidemment tous perfectibles. Et ensuite c'est de le faire au travers de son métier, c'est-à-dire d'incarner en fait le changement, de ne pas donner de leçons, mais c'est d'être vraiment dans cette action du quotidien, tout en étant bien à l'aise avec le fait que nous sommes tous en chemin. C'est-à-dire que vraiment, le côté perfectible est important. On parlait justement des différences de culture entre chacun des pays. La France, on est vraiment bourré de limitations autour de ça. Je crois que la limitation est terrible. En fait, on est nos pires ennemis. Donc, du coup, il y a ça. Et je m'arrêterai là parce que je pense qu'on est trois à parler. Merci, Laetitia. Il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, mais je pense que… Oui, oui. Après, on va revenir sur des choses peut-être un peu plus concrètes à la fin, mais voilà, ce que tu as dit est important. En effet, je vis aux États-Unis
Et tu as raison sur le côté limitation, même Marina, tu t'en parlais aussi. Donc, je te laisse la parole, du coup, Marina, sur la partie conseil. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent être plus éclairés et engagés dans leur leadership? Alors, déjà, avant, quand on est un leader, à un moment donné, on a une action vis-à-vis d'autres personnes. Donc, comme le disait Laetitia, je pense qu'il faut avant tout se changer soi avant de vouloir changer son équipe ou de pondre une stratégie pour pas qu'elle soit dysfonctionnelle. Donc, se changer soi, ça nécessite de travailler sur son écologie intérieure. Donc, je dirais qu'il faut absolument prendre le temps de se connaître davantage, donc en identifiant ses ressources, en trouvant quelle est sa raison d'être, ce qui nous anime, quelle est un peu sa boussole intérieure, parce qu'on vit le changement est permanent, ça c'est la seule chose dont on peut être sûr. Et moi, étant une surfeuse, j'aurais tendance à dire il faut que les gens deviennent des surfeurs de l'incertitude, c'est-à-dire qu'ils soient outillés pour avancer dans l'incertitude, parce que dans ce changement-là, le véritable engagement, je pense qu'il vient de l'intérieur. Il ne vient pas de… je prends l'exemple de Black Lives Matter. On a vu plein de marques s'insurger et soutenir le mouvement, et tant mieux. Mais ce qui est important, c'est de trouver sa singularité, de trouver ce qui nous anime profondément. Donc, ça nécessite de se connaître. Donc, c'est pour ça que je parle de l'écologie intérieure. Et je pense qu'il y a aussi la nécessité de se faire confiance, c'est-à-dire de faire confiance à son intuition. Parfois, on est plutôt rationnel et on aime plutôt défendre des tableaux Excel plutôt que de défendre des intuitions. Quand c'est immatériel, quand on dit je pressens ou je ressens que c'est comme ça qu'il faut faire. Dans certaines organisations, ça passe pas bien. Ça passera peut-être de mieux en mieux, mais voilà. Donc, c'est super important de penser avec son mental. Mais c'est aussi super important à l'heure actuelle de pouvoir faire confiance à son intuition, de laisser de la place à son intuition. Et pour moi, devenir un leader, c'est aussi, comme le disait Laetitia, être en chemin et ne pas forcément rechercher la perfection, mais accepter aussi ses contradictions. On peut être super engagé, ne pas prendre de plastique en bouteille, faire du vélo plutôt que de prendre sa voiture, etc. Mais s'autoriser à prendre l'avion pour aller à Vancouver parce qu'on a eu un coup de cœur et on est cette génération-là, on est la génération du pont entre nos parents qui ont développé la société et nos enfants qui vont hériter de quelque chose, d'une situation qui est pas super. Donc, je pense qu'il faut accepter aussi ces contradictions et pas se mettre la rate au courbouillon en essayant d'être parfait sur tout, en fait. C'est petit à petit, en fait. Donc, et surtout, voilà, je pense que c'est montrer l'exemple auprès de ses équipes en acceptant sa vulnérabilité, en étant authentique, en disant ouais, non, je ne suis pas parfait, mais par contre, je me donne pour objectif de progresser. Et ensuite, le deuxième conseil, pour moi, c'est une écologie du coup extérieure. Après qu'on ait travaillé sur soi, c'est adopter plutôt une pensée design, si je puis dire, et une innovation et penser en circulaire. La pensée design, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une synthèse entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Quand on est un leader, on agit sur une organisation en général, même si c'est une petite structure. Et la pensée design, je la trouve super utile parce qu'en fait, elle permet de prototyper des choses très rapidement et de ne pas être que dans le mental. Et de tester les choses avec les clients, de faire participer les parties prenantes. Moi, j'ai souvent évolué dans des organisations qui pensaient l'innovation pour l'innovation, qui ne demandaient pas aux clients ce qu'ils en pensaient. Et c'était des innovations qui étaient très sympas, qui avaient coûté des millions et l'énergie de beaucoup de gens et qui se retrouvaient à prendre la poussière sur des étagères. Je caricature un peu, mais c'était pas loin. Donc, la pensée design, c'est vraiment l'ingéniosité, intégrer le prototypage, le test avec le client et intégrer les parties prenantes. Et la pensée systémique aussi, arrêter de penser en linéaire et se dire que un battement d'aile en Australie, on a bien vu avec le corona, ça peut provoquer une tornade au Texas. Donc, prendre conscience que tout est lié et prendre en compte l'intégralité d'un problème et pas simplement juste le silo dans lequel on est. Parce que ça aussi, quand on est un leader éclairé, on se doit d'avoir une vision plus globale. Et le dernier point, ça serait la circularité. Donc, la circularité, c'est quoi? C'est penser en boucle. Alors, ce n'est pas la pensée en boucle et le hamster dans sa roue. Attention, je précise. C'est plutôt avoir l'intention de réduire les déchets quand on innove, quand on est dans une organisation, réduire les déchets et penser, quand on lance un nouveau produit ou un nouveau service, intégrer dès les premières idées la fin de vie du produit. Donc, avoir une pensée non plus comme ça, mais vraiment comme ça, en se disant il va falloir penser à la fin de vie de nos produits de façon à plus polluer la planète, par exemple.
Donc voilà, écologie intérieure, écologie extérieure, et l'écologie extérieure avec la pensée design, la pensée systémique et la pensée circulaire. Mais pas le hamster. Super Marina, merci, c'est bien, c'est clair, on a une feuille de route. Super. Ouais. Voilà. Valérie. Difficile d'enchaîner, donc on va faire dans un genre très différent. Donc là, c'est effectivement une pensée, enfin c'est une démonstration, non pas théorique, parce que c'est très pratique aussi, mais alors moi je vais essayer d'être hyper pratique. Moi je pense que finalement, comme l'ont dit les filles, ce qui est fondamental, c'est vous, avant toute chose. Si vous n'êtes pas en ligne avec vous-même, si vous n'êtes pas ancré, je pense que c'est pas possible de s'engager. Ça peut pas marcher. Parce que l'histoire du jeu au service du nous, c'est, je ne sais pas si vous avez pris le temps de réfléchir à ce que signifie cette phrase, c'est un véritable don. Donc, c'est le début de l'engagement. Et en aucun cas, vous ne pourrez le transmettre à qui que ce soit, à mon avis, si vous n'avez pas effectivement complètement métabolisé en vous, elle est donnée, en fait. Et que ça ne vous pose pas de problème et qu'au contraire, c'est une motivation pour vous. Et donc, pour compléter ce que viennent de dire les filles, et notamment Marina, d'un point de vue pratique, faites l'expérience. Si vous ne savez pas par où commencer, si vous n'êtes pas sûr de l'engagement, de la vision que vous avez, expérimentez des choses. Allez bosser chez France Terre d'Asile et des migrants, allez bosser au Resto du Cœur, allez chez Mère Teresa. Enfin, il y a... Et croyez-moi, sans ça, je pense que je ne serais jamais devenue qui je suis devenue. Et c'est par l'expérience du don, à mon avis, qu'on devient vraiment quelqu'un d'engagé. Et c'est pas tout à l'heure, on parlait d'intuition. J'avais cette intuition, je sentais, mais je ne savais pas moi non plus comment faire. Je vous parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et voilà. Et ça n'a pas d'équivalent. Votre propre expérience du don pour comprendre ce que vous êtes capable de développer, ce que vous serez capable de développer professionnellement et personnellement, bien sûr. Merci beaucoup Valérie. Merci à toutes les trois pour cette partie conseil qui, je pense, a beaucoup aidé les auditeurs. Je vais vous poser chacune une question spécifique. Donc, je vais commencer par toi, Laetitia. Donc, toi, tu souhaites, je me suis renseignée sur ce que tu fais et tu as parlé de pas mal de choses avant. Donc, tu souhaites faire du monde de l'entreprise un outil social, environnemental, politique et économique vertueux. Donc, c'est un ambitieux programme et tu as une approche holistique. Tu as parlé du fait que tu t'es formé au yoga, pas pour être professeur de yoga, mais qu'il s'avère que le confinement et la vie t'ont amené vers le fait d'exercer maintenant, entre autres, la profession de professeur de yoga. Et tu fais bien d'autres choses. Donc, tu animes notamment des équipes au travers du design thinking, d'expériences d'intelligence collective et d'outils de développement personnel. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu fais et avec peut-être des idées d'exercices, des choses comme ça, quelles sont les entreprises avec lesquelles tu travailles et quels sont les bénéfices pour les entreprises de devenir une entreprise à mission? Alors, avant de rentrer dans les exemples, je pense que c'est important juste de donner, moi, ma vision, en tout cas ma conviction, c'est que l'entreprise a un rôle majeur dans la transformation de ce monde, dans ce changement de paradigme, puisque c'est un support, un prétexte merveilleux pour que chacun puisse réapprendre à vivre ensemble par justement le faire. C'est-à-dire que l'entreprise nous permet de canaliser nos énergies, si je devais parler d'énergie, mais nos vies. Si un leader, justement le leader d'une entreprise, a cette vision d'avoir un impact vertueux sur le monde, sur l'humain et l'environnement, eh bien, du coup, toute action va être vers ce monde émergent. Donc, quand on y pense un petit peu, c'est assez intéressant parce que l'entreprise permet d'être complètement transverse au monde entier, puisqu'il y a des industries partout, que ce soit des services, peu importe. Et que du coup, ça nous permet justement d'avoir la possibilité de travailler tous les mots MAUX de notre époque.
On parle. Alors, j'imagine que c'est pour ça que tu parlais de politique, mais moi, je n'en fais pas du tout et j'ai absolument aucune velléité à dire que l'entreprise a un rôle politique là-dessus, même si peut-être, mais c'est vraiment beaucoup plus vertueux que ça dans le sens où, oui, on peut justement, quand on parle d'une basket, parler de combat contre la déforestation. Quand on parle d'une lunette, on peut parler d'une transition agricole. Parce que justement le sourcing nous permet de travailler avec les communautés locales et de pouvoir les aider à faire émerger d'une agriculture beaucoup plus vertueuse dans le respect du vivant. Et donc là, on peut se dire, mais c'est assez incroyable en fait, puisque notre produit qui est quand même assez capitaliste, assez consumériste, en fait devient un outil d'exploration pour des métiers essentiels comme en effet l'agriculture, comme différentes innovations liées au vivant, comme le biomimétisme et autres. Donc du coup, moi personnellement, ce que je fais, ça se traduit au travers ou d'entreprises comme on vient de l'évoquer, donc au travers de la cosmétique notamment, puisque ça c'est assez intéressant sur tout ce qu'on appelle la beauté, qui est en train de complètement muter, où on est en train de se dire que en fait, ce qu'on met sur notre visage est quand même assez important et aussi a un impact sur la société, sur la planète, je veux dire. Et donc, du coup, ça, la cosmétique a été pour moi un terrain de jeu assez intéressant pour justement se dire, justement, qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté qui a quand même des milliers et des milliers d'années, comment on fait le lien entre l'ancestral et le moderne? Les lieux aussi, des lieux de commerce, puisque j'ai travaillé notamment dans un lieu qui s'appelle la Maison Haribert, qui appartient à un chef étoilé à côté de Grenoble. Et en fait, nous avons complètement repensé ce lieu pour que justement on ait un impact du bâti jusqu'à l'expérience client, pour que ce soit en fait un lieu d'expérience pour aider chacun à rentrer justement dans ce qu'il est et à se poser des questions sur sa vie et à se dire « Ah, mais ça m'inspire tellement !» dans l'expérience que je viens de vivre, que j'aimerais bien faire ça pour moi. Donc, c'est un outil de propagande absolument extraordinaire d'avoir un lieu quand on le fait en conscience, puisque là, en l'occurrence, on a utilisé, pour vous donner un exemple bien concret, l'architecte était géobiologue, donc on a beaucoup travaillé tous les univers du nombre d'or. On a aussi travaillé sur, évidemment, on a mis en conscience, en fait, toutes les équipes qui étaient très terroir, locales. Donc, on a vraiment fait un casting très, très, très poussé pour qu'on puisse dynamiser la région, qui n'est pas forcément une région très dynamique sur ce sujet-là. Donc, ça, c'était assez intéressant aussi d'avoir cette velléité-là. Donc, on a vraiment élevé chacun pour qu'on puisse avoir dans le cahier des charges, en fait, des contraintes très fortes pour respecter le vivant. Donc, ça a éduqué tout le monde, quelque part, sans, encore une fois, l'imposer. Parce que c'est ça l'une des lois. Et l'entreprise est géniale pour ça, c'est qu'on propose quelque chose, on propose un modèle. Donc, on incarne en fait le changement et on se rend compte que les consommateurs sont de plus en plus intéressés d'avoir une consommation citoyenne. Et donc, quand on a cette vision-là, c'est absolument extraordinaire pour n'importe quelle entreprise et entrepreneur de se dire, mais en fait, j'ai tout intérêt à accepter mes envies profondes. Parce que, en fait, je vais être portée par un mouvement beaucoup plus grand qui me dépasse. Et du coup, cette émergence d'entreprise, en fait, nous permet de comprendre à quel point on peut avoir un impact comme une ONG, en fait. On peut devenir une ONG en étant une entreprise. Merci beaucoup, Laetitia. Ça donne envie d'aller à Grenoble, tout ça. Et surtout, en effet, d'être... que ce soit ou au sein de son entreprise, de pousser cette vision, parce qu'en effet, on n'a plus vraiment le choix, surtout aujourd'hui. Je me tourne vers toi, Marina. Donc toi, tu l'as dit, hein, tu te définis comme une surfeuse tout-terrain. Je me souviens très bien, quand on travaillait ensemble, tu partais toujours faire du surf pendant tes vacances. Hein. Et c'est ta passion, et c'est vrai que c'est un de tes drivers. Et donc, tu as mis cette passion, donc le surf, au service de l'innovation et de la transformation positive des organisations. Donc, tu as notamment développé une méthode qui mobilise les différentes intelligences, donc intelligence rationnelle, émotionnelle et collective, issues de tes différentes formations. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, j'adore quand tu dis « je mets le surf au service de l'innovation ». Je ne l'ai jamais formulé comme ça, mais je vais te le piquer, Marie. En fait, un surfeur, c'est ni plus ni moins que quelqu'un qui est
complètement en fusion avec les éléments naturels et qui est agile. Et c'est aussi quelqu'un, si je peux me permettre, qui est un peu courageux parce que se taper les vagues, passer les barres, c'est pas toujours évident. Donc, en fait, il y a aussi une question de gestion du risque. En fait, quand on voit la vague arriver, qu'on est au pic, t'as pas le droit d'hésiter en fait, parce que si tu hésites, ça se passe pas très bien en général. Donc, ça t'oblige à être effectivement en mouvement. Et effectivement, comme je suis une surfeuse du dimanche, hein, parce que ça a bien changé, je surfe beaucoup moins, mais je vais me rattraper cet été. Et comme je suis curieuse et créative, du coup, grâce au surf, dans ma vie pro aussi, j'ai fait énormément de voyages. De tous ces voyages, j'ai ramené des idées créatives et ingénieuses, parce que quand tu vas en Afrique, c'est pas du tout les mêmes idées que dans les pays développés. En Inde, il y a un côté très frugal dont je suis absolument fan. Et en fait, j'ai mixé ces idées ingénieuses avec une approche plus théorique, parce que je suis une aventurière, mais je suis fan aussi des universités. Je me forme en continu. J'adore le MIT aux États-Unis, Harvard. J'ai été formée à Dauphine, au Brésil, au Canada. Là, je me suis formée avec Arnaud Rioux. Enfin, j'adore ça. Donc, j'adore la connaissance. Et donc, j'ai mixé tout ça avec mes expériences donc chez MTV, M6, Skyrock et surtout The Camp, qui est un campus d'innovation dans lequel on a accueilli 30 000 personnes pour les aider à développer des projets plus vertueux. Donc, 30 000 personnes de 53 pays, donc hyper diversifiés. Ça pouvait être le ministre de la technologie de la Corée du Sud ou des enfants des quartiers nord de Marseille. Et ce qui était génial, en fait, c'était de mixer des mondes un peu improbables, des mondes que parfois on oppose. Et fort de tout ça, en fait, j'ai développé une méthodologie que j'applique dans des ateliers ou dans des expériences à la carte, selon les enjeux à résoudre. Donc, il y a principalement, on va dire, 3 intelligences que j'utilise, même s'il y en a beaucoup plus en théorie. L'intelligence rationnelle, bien sûr, c'est le garde-fou indispensable pour le discernement. Aujourd'hui, on en a besoin. Mais bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, en disant qu'il fallait penser avec son cœur, c'est l'intelligence émotionnelle. On n'a pas beaucoup fait la place à l'intelligence émotionnelle dans les organisations et c'est en train de changer, donc ça, c'est super. Donc, c'est s'autoriser à penser avec son cœur, avec ce qu'on ressent, avec son intuition, se connecter à sa source. Et ensuite, l'intelligence collective, parce que moi, j'ai évolué quand on s'est rencontrés, Marie, dans une société paternaliste. J'ai eu la chance d'avoir un patron qui était super éclairé, Patrick Oliva, je ne sais pas si tu te souviens de lui, et Jean-Dominique Sénard, l'ancien président de Michelin, qui, moi, m'ont marqué, je pense, à vie. Et cette société qui était très, très, très patriarcale, avec plein de niveaux, il y avait 12 niveaux hiérarchiques dans la boîte. Je me demandais toujours si c'était vraiment nécessaire, parce que ça laisse très peu d'autonomie aux gens, en fait. Et c'est vrai que grâce à l'intelligence collective, je me suis rendu compte qu'on pouvait impliquer tout le monde, même s'il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions, qu'il y a des gens qui sont là pour exécuter, cela n'empêche rien. Mais ça permettait en fait de collaborer différemment, de créer en impliquant les gens. Et il n'y a pas plus... un salarié, un partenaire, une partie prenante, quoi de mieux pour l'impliquer que de l'aider à participer, à co-créer ce pourquoi il est appelé à collaborer avec cette entreprise-là. Donc, toutes les personnes qui sont concernées par le projet, les impliquer dans des ateliers d'intelligence collective. Donc, ça peut être des choses issues des neurosciences, le design thinking dont je parlais tout à l'heure, le prototypage, des exercices de développement personnel. Ça peut être beaucoup de choses, mais l'idée, en fait, c'est de maximiser les intelligences en présence et d'augmenter, en fait, le livrable en prenant en compte la singularité de tout le groupe. Et le but de tout ça, c'est finalement d'aligner l'individu qui travaille sur le projet, donc d'aligner les valeurs personnelles de la personne qui est là avec le projet collectif. Et ça, c'est magique. C'est magique quand c'est bien préparé. On rigole, on ne sait pas pourquoi. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose de magique qui permet de faire gagner énormément de temps. J'ai vu des choses à The Camp qui ont été grandioses. Et là, avec Wavemaker, c'est pareil, je développe ça en connectant, on va dire, les 3 H. Et j'aimais bien aussi quand Laetitia parlait de l'humour. Moi, je rajouterais le 4e, du coup. Donc, le premier H, c'est head, donc la tête. Le 2e H, c'est le cœur, donc heart. Et les mains, parce que j'adore quand on prototype, donc le corps. Donc, prototyper, c'est ni plus ni moins que passer du monde des idées à un monde physique.
Donc, quand on a une idée, on utilise des langages un peu tous différents. On a tous une représentation collective qui est différente d'une même chose. Alors que quand on la crée, je peux vous assurer que ça met tout le monde d'accord. On voit tout de suite ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où les gens sont d'accord, là où les gens ne sont pas d'accord. Donc, on gagne énormément de temps et on sait à quel point c'est précieux dans le monde dans lequel on vit. Et bien sûr, l'humour, moi, je suis optimiste. Je ne suis pas quelqu'un de grave. Je pense qu'il faut rester léger malgré le monde dans lequel on vit. Donc, il y a toujours effectivement des petites blagounettes. Voilà. Parce que même si quand je travaille avec des grands dirigeants dans des grands groupes, voilà, on est avant tout des humains avant d'être des employés, des salariés, des entrepreneurs et se reconnecter un peu à ça avec des choses très simples qui ne dévient pas les gens de leur objectif. C'est quand même sympa. Merci Marina. Oui, tu dis beaucoup de choses et c'est intéressant et je suis sûre que voilà, tout le travail que tu fais va bien aider à justement élever cette société et ces différentes entreprises. Et oui, et on sait très bien que la théorie, c'est bien, mais la pratique, ça aide. Et enfin, on n'a pas le choix, en fait. Et puis, la pratique, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas… Un atelier, c'est bien, mais en fait, c'est des choses qu'il faut répéter régulièrement. C'est comme le coaching, c'est pareil. Voilà, c'est bien une fois, mais finalement, le temps passe, on oublie. Et voilà, il y a des choses, il y a des habitudes à créer. Et donc, voilà, bravo pour le lancement de Wavemaker, en tout cas, et pour tout ce que tu fais. Donc maintenant, je me tourne vers toi, Valérie. Oui. Donc toi, tu accompagnes, donc tu as lancé la société Conseil d'amis, et donc tu accompagnes des startups donc prometteuses, dont certaines depuis leur premier jour. Tu m'as parlé du slip français par exemple, et je suis aussi depuis pas mal d'années, et c'est vrai que ce sont des beaux succès, mais voilà, c'est un parmi tant d'autres. Et tu travailles particulièrement, ça m'a marqué, sur la singularité de ces startups. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette singularité qui fait le succès d'une entreprise aujourd'hui ? Je suis convaincue, en tout cas mes 30 années d'expérience m'ont convaincue que finalement, pour qu'une marque existe et soit pérenne, il convient qu'elle raconte une histoire singulière. Il faut déjà qu'elle raconte une histoire et qu'en plus, cette histoire est quelque chose d'unique qui ne soit pas pompable demain par n'importe quel concurrent. D'où la pérennité. Ça paraît trivial, mais quand on prend le temps de décortiquer les concepts de nombreuses marques, on se rend compte que c'est tout à fait imparfait. Et donc, effectivement, avant d'aider des gens à plus vendre, à être davantage connus, à développer leur notoriété, leur image, peu importe, je commence par me demander si leur concept est suffisamment solide. Et comme je travaille avec des jeunes gens, ils ont quelques années d'expérience et il est encore temps d'ajuster les concepts. D'autant que, comme on vient de l'expliquer, le monde change, donc le concept aussi, même si un concept, on l'ajuste, on ne le transforme pas toutes les 5 minutes. Donc bref, le timing est propice à ces interrogations fondamentales sans lesquelles, pour moi, un business ne peut pas se développer de manière pérenne. Voilà. Donc voilà ce que j'entends par travailler sur leur singularité, c'est essayer de coller à ce qu'ils sont. Donc c'est pas moi qui invente des concepts pour eux, je pourrais le faire, mais c'est pas ça l'idée. C'est donc et ça rejoint tout ce qu'on vient de dire. J'essaie de comprendre ce que veulent les dirigeants, même si les entreprises sont toutes petites. J'essaie de comprendre en quoi ils traduisent ce qu'ils me racontent. Déjà souvent il y a à boire et à manger, déjà rien qu'à ce stade-là. Et ensuite, j'essaie avec eux de leur faire dire ou de les guider pour qu'ils s'approprient une manière d'être plus cohérent, plus singulier et plus donc probablement successful à terme. Voilà. Et c'est la première pierre à l'édifice, parce qu'après, je travaille beaucoup dans l'opérationnel avec eux et c'est ce qu'on vient d'expliquer. En fait, ce qu'il convient avant tout, c'est d'être très pugnace pour être un leader, engagé notamment, mais un leader tout court déjà. Donc c'est 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, c'est avoir beaucoup d'humilité,
Effectivement, Laetitia parlait de l'ego tout à l'heure, s'asseoir sur son ego, mais alors s'asseoir bien, hein, pas un peu, hein. S'asseoir dessus, sinon c'est la mort au tournant. La seule question, c'est dans combien de temps, surtout aujourd'hui, vraiment. Et être capable, donc on en parlait, donc d'être très en paix avec soi-même pour recevoir des autres, beaucoup écouter, beaucoup voyager, ce que disait Marina. Moi, je sens les je ne sais combien de tours du monde dans mes activités d'avant, sans cette confrontation à toutes ces différences culturelles. Et je reviens à l'humain parce que pour moi, le business, c'est de l'humain. Je n'ai jamais vu un business profitable longtemps, pas one shot, hein, je ne parle pas des coups, faire un coup c'est une chose, mais monter un business, monter une marque, monter un business pérenne, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail et s'imprégner de beaucoup de différences et être capable justement de synthétiser tout ce qu'on voit autour de soi, toutes ces différences pour trouver une forme d'équilibre. Ça revient à la première question qu'on a traitée. L'équilibre sans lequel rien ne fonctionne longtemps, toujours pareil. Et enfin, je parlerai notamment comme tips. On a parlé tout à l'heure de yoga, mais qu'est-ce qui aide à avoir cette espèce de savoir-être, mais très à l'écoute, une fois encore. C'est un savoir-être où il faut être une éponge, en fait. Il faut avoir cette qualité-là de ne pas transférer tout de suite ce qu'on pense, de laisser venir et d'absorber ce qui vient et après seulement d'essayer de synthétiser. Et ça, moi, il y a un truc qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai fait de la méditation. Sérieusement. J'ai fait plein de formations de méditation différentes. Chacun sa route, chacun son chemin, parce qu'on voilà. Il y a des moments où j'ai des techniques qui marchent mieux que d'autres. Mais sans ça, qui éveille et l'intuition, et la capacité à recevoir, et la capacité à se concentrer sur les autres, sur ce qui se passe autour de vous, ça, c'est vraiment un outil extraordinaire. Voilà. Pour être... alors, ça n'a pas trait à l'engagement nécessairement, encore que si, parce que le jeu au service du nous, quand on a quand on aiguise cette sensibilité en pratiquant la méditation régulièrement, on est beaucoup plus alerte et en même temps beaucoup plus ouvert à l'autre. Merci beaucoup, Valérie. Je conseillerais de faire. Ok. Et c'est vrai que je me souviens dans notre discussion préparatoire, on avait parlé aussi de la patience. Qui pour toi manque un peu aux jeunes d'aujourd'hui qui sortent. Oui, tout à fait. Et que donc c'est vrai que c'est et je sais un petit peu de quoi tu parles. Donc merci beaucoup Valérie. On va passer à la partie un peu plus. Donc je reviens sur du concret. Là, c'est vraiment pour les personnes les gens qui veulent passer à l'action et qui veulent devenir acteurs du changement. Donc là, je pense qu'on a élargi un petit peu plus, mais finalement, c'est là où vous avez toutes parlé de leadership, mais voilà, on n'a pas forcément limité à une entreprise. Vous avez quand même toutes parlé du fait que c'est avant tout soi-même qu'on écoute et qu'on connaît. Mais c'est vrai que le changement, de toute façon, comme tu disais, Marina, le changement, c'est juste un fait. En fait, tout change tout le temps. Donc c'est voilà, on l'oublie, mais voilà, sinon on ne serait pas là où on est aujourd'hui, on ne serait pas passé d'un bébé à un adulte. Donc, quels exemples concrets pouvez-vous nous donner ? En tout cas, pouvez-vous donner à ceux qui veulent agir, mais ne savent pas par où commencer ? Donc là, je me tourne vers toi, Marina. Alors moi, quand tu dis ça, il y a une citation de Carl Jung qui me vient en tête. C'est une citation qui dit nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle et l'autre moitié à réaliser que nous l'avions adossée au mauvais mur. Donc, on n'a pas trop envie de ça, hein, on est bien d'accord. Donc, l'idée, c'est ne vous trompez pas de combat. Et pour ne pas se tromper de combat, je pense qu'il faut nourrir la connaissance de soi-même, donc par la méditation, par prendre du recul sur pas être la tête dans le guidon sur son activité, sur son quotidien, en fait, laisser de la place pour laisser émerger du nouveau et se poser la question de quel est votre engagement ? Qu'est-ce qui vous touche ? Ça peut être qu'est-ce qui vous met en colère ? Ça peut être une piste. Ou ça peut être qu'est-ce qui vous met en joie ? Moi, par exemple, j'ai identifié les 3 E.
En fait, pour savoir si je suis bien alignée, s'il faut que je continue. Donc, moi, je travaille en collaboration avec l'univers. Par exemple, quand je vois un arc-en-ciel, je sais que c'est un signe positif. Je suis passionnée de tout ce qui est espace, planète. Et donc, je l'adresse de différentes façons. Ça peut être en travaillant sur des projets avec l'Agence spatiale européenne, donc des choses très pratico-pratiques, mais aussi en regardant les énergies et les astres. J'ai appris à assumer ça et à écouter ça. Donc, moi, j'identifie mes 3 E. Donc, mon premier E, c'est l'énergie. Voilà. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Quelles sont les activités que je fais qui me donnent de l'énergie? Quels sont les moments de ma vie dans lesquels je ressens beaucoup d'énergie? Bon, j'en ai un peu tout le temps, donc ça ne suffit pas comme cheminement pour savoir. Mon deuxième E, c'est l'enthousiasme. Qu'est-ce qui vous rend enthousiaste dans la vie? Quels sont les gens que vous écoutez? Quels sont les livres que vous lisez, les activités que vous faites, le type de personnes avec lesquelles vous retrouvez. Moi, je me pose souvent la question, tiens, si un jour je joue au loto et donc je gagne, si je devenais multimillionnaire, qu'est-ce que je ferais? Donc, je me pose souvent ces questions en me disant, tiens, si tout était possible et que je n'avais plus besoin de travailler par nécessité, qu'est-ce que je ferais? Donc, ça aide aussi à trouver des pistes. Et le troisième E, c'est l'évidence. C'est trouver son évidence. Il y a des moments de la vie, qui sont hyper importants et qui permettent de trouver des choses qui sont évidentes pour nous-mêmes. Et moi, je l'ai trouvé en allant vers mon risque. C'est-à-dire que j'ai eu plein de peurs, comme beaucoup de gens, je pense, dans ma vie. Et j'ai réalisé assez tôt, donc j'ai eu de la chance, que c'était en sautant, une fois qu'on avait sauté, que le parachute apparaissait et qu'il n'apparaissait pas avant. Donc, quand on veut sauter et s'assurer de tout, c'est-à-dire prendre des risques en se disant non, mais attends, j'ai un peu de sécurité là, histoire de savoir un peu où je mets les pieds, ça ne marche pas comme ça en fait. Donc, voilà, les 3 E, ça peut être des pistes et avoir le courage d'aller vers son risque pour ne pas passer à côté de sa vie. Voilà. Merci beaucoup, Marina. C'est bien, ça pose les choses, c'est très inspirant. Mais voilà, c'est important aussi que tu nous transmettes ce qui a fonctionné pour toi, parce que ça va sûrement résonner en face de certaines personnes. Donc maintenant, je vais donner la place à Valérie. Donc, pour que les gens passent à l'action, quels sont les exemples concrets que tu peux leur donner? Tu travailles avec beaucoup de startups, mais pas que. Et qu'est-ce qui a peut-être fonctionné pour toi? Et qu'est-ce qui peut les aider à commencer, à se lancer? Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'abord de donner vous-même. Donc, engagez-vous avant toute chose, parce que on s'auto-décrète pas leader engagé, à mon avis. Définitivement pas. Donc, si effectivement il n'y a pas une évidence, comme vient de le dire Marina, eh bien, allez la chercher avant toute chose. Et ça rejoint ce qu'on dit même avant de prétendre rayonner et partager. Donc, allez vous confronter. Voilà. Et ensuite, vous trouverez votre chemin, ça c'est sûr, parce que si vous allez, faut pas y aller à moitié, hein, sinon on se cache derrière son petit doigt. Mais si vous y allez vraiment, chacun son chemin, une fois encore, eh bien, vous verrez, les choses vont s'aligner toutes seules. Et l'éveil que ça va générer, comme on le disait tout à l'heure, après c'est un chemin, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. On n'est pas des êtres bizarres, complètement animés par je ne sais quelle force qui viennent d'ailleurs. C'est pas ça du tout que je suis en train de vous dire. C'est que tout cela est troublant, mais il faut aller le chercher. Ça ne vient pas tout seul. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. Et après ça, une fois que vous serez éveillé, eh bien, il faut avoir le je au service du nous, toujours pareil. Ce sens de l'autre, cette envie, cette volonté de donner. Vraiment de donner, c'est ça être engagé. Hein. C'est pas pour que ça revienne nécessairement, c'est pas ça du tout. Hein. Et être pugnace, patient, parce qu'effectivement, la génération des jeunes gens, je ne sais pas qui vous raconte quoi, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais la vie, c'est pas à 3000 à l'heure.
D'ailleurs, une fois encore, on en parlait au sujet du Covid, tout laisse penser qu'il faut qu'on apprenne à ralentir pour faire mieux et pour longtemps. Voilà. Et ce n'est pas forcément au détriment de l'économie. Moi, j'ai travaillé avec des boîtes qui avaient des EBITDA qui faisaient rougir toute la place de Paris. Donc, croyez-moi, on peut absolument concilier la conscience et du profit. Ouais, merci, oui. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde quand même un petit peu capitaliste. Donc, il faut rappeler quand même. Mais oui. Et c'est pas une critique du système. C'est qu'au contraire, je pense qu'on est l'incarnation toutes les trois de personnalités qui arrivent à conjuguer tout ça. Oui, puis vous avez des personnalités très différentes toutes les trois. Mais ça tombe pas du ciel. Oui, et puis c'est même s'il y a les arcs-en-ciel. Même s'il y a les arcs-en-ciel. Même s'il y a les arcs-en-ciel. Voilà. Bon. Ok, merci. Je pense que vous avez dit pas mal de choses et on fera une espèce de synthèse à la fin, mais je te laisse la parole, Laetitia, sur justement toi, quels sont les exemples que tu peux donner à ceux qui veulent agir mais qui ne savent pas par où commencer. Et une chose clé qui vient d'être dite, c'est vraiment comment incarner en fait. On est tous convaincus qu'il faut reprendre son pouvoir, mais en effet, il va falloir chercher en soi. Mais pour ça, c'est faire des choix. Et il n'y a pas de mauvais choix en réalité. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de prendre des décisions. Je pense que c'est important, toutes les deux, vous venez de dire, c'est important d'essayer en fait et de ne pas être entre deux, parce que l'entre-deux, c'est ce qui est pire. Donc déjà, c'est de prendre position et de faire des choix et d'expérimenter sans se juger et d'être vraiment dans cette patience, et là, je le prendrais plutôt dans cette patience de la transformation. Chacun a son chemin, il n'y a pas de bon et de mauvais chemin. On a besoin, en fait, d'expérimenter les choses pour se comprendre et agir convenablement. Parce que quand on va trop vite, en fait, notre mental agit comme des fous, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler du jeu au service du nous. Alors, peut-être qu'on va comprendre qu'on n'est pas assez factuel, et pourtant, c'est primordial, en fait. C'est pour éviter de faire du greenwashing, c'est pour éviter de déplacer le problème, en fait. C'est d'aller au fond des choses une bonne fois pour toutes, d'être dans le sens radical des choses. Mais là, on a une époque qui est absolument extraordinaire, qui nous propose, en fait, d'être nous-mêmes. C'est quand même assez dingue. C'est d'être profondément nous-mêmes, en fait, et de ne pas nous mettre des écrans devant nous et faire semblant d'un jeu, en fait, non. On est juste là pour incarner ce que nous sommes réellement, avec des valeurs profondes sur l'humain et l'environnement, et de se dire qu'en effet, on fait partie d'un tout, on est au service d'un tout, et que c'est beaucoup plus vertueux. C'est devenir le héros de notre vie, en fait. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, et pourtant on en est là aujourd'hui, parce qu'on est face à un changement extraordinaire. C'est quand même assez étonnant ce qui est en train de se passer. Les scientifiques nous le disent. Je veux dire, c'est vraiment très pragmatique tout ça. Donc, c'est nourrir ses talents, travailler son autosuffisance, c'est-à-dire, il y a plein de gens là qui se mettent à la naturopathie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être naturopathes. Ça veut simplement dire qu'on va comprendre comment on va s'alimenter convenablement et quelque part, on va créer des pressions positives dans nos consommations. Et donc, quelque part, on va aider chacun à prendre position sur cette nouvelle mouvance. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est se former sur ces nouvelles techniques pour que justement, on puisse, enfin, nouvelles techniques, c'est souvent des techniques qui font appel d'ailleurs à des anciens savoirs, donc ça, c'est assez drôle. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est se former, se découvrir et prendre position. Bien comprendre qu'en fait, il n'y a jamais de mauvais choix. Le pire, c'est quand on stagne. C'est ce qui est le pire, en fait. Voilà. Ah non, si, c'est important, je pense. Il y a des petites techniques, le journaling, écrire tous les jours, écrire ce qui s'est passé, reprendre le recul d'une situation pour bien analyser, observer ce que nous sommes. Je pense que ça, c'est très important. Revenir à son corps notre corps nous donne énormément d'informations. Bon nombre de fois où on se sent crispé face à une situation ou un élément et en fait, on se rend compte que notre corps nous a juste dit « non, mais n'y va pas » en fait. Surtout, n'y va pas. Donc ça, c'est assez intéressant en réalité.
ça peut paraître complètement décorrélé d'un leader et on va dire, de l'économie, du travail. Et pourtant, c'est une chose qui nous permettrait d'innover merveilleusement sur des choses qu'on n'a même pas imaginées parce qu'on revient à l'essentiel, en fait. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toutes les trois et vous avez dit beaucoup de choses aujourd'hui et ça fait beaucoup de sens par rapport à la conférence que j'ai faite juste avant, c'était sur les femmes entrepreneurs et donc il y avait pas mal de choses qui sont, ça se recoupe pas du tout mais quand même il y a la résilience, la patience, le courage. On n'a pas beaucoup parlé du courage, mais il en faut quand même du courage pour faire tout ça. Et finalement, quand vous avez parlé, j'ai pensé aussi à l'image du grain de sable sur la plage. Parce que finalement, voilà, une plage, ce serait rien s'il n'y avait pas des milliers et des milliers, des millions de grains de sable. Donc, c'est un petit peu ça aussi. C'est ce petit jeu, ce petit grain de sable, il serait rien s'il n'était pas entouré de ces millions de copains grains de sable. Et vous avez parlé vous avez aussi bien la théorie que la pratique, et ça se voit que toutes les trois, vous savez ce que vous savez, mais vous avez réussi à le mettre en pratique dans votre vie, et puis maintenant vous le faites au sein d'entreprises via des workshops ou du conseil. Et je pense qu'en effet, on n'est pas trop, enfin, on n'aura jamais assez de leaders engagés aujourd'hui pour recréer un monde, parce qu'on est quand même dans une recréation de monde, et tu l'as dit, Laetitia, c'est un peu le meilleur moment, et on n'est pas beaucoup à s'en rendre compte. Parce il faut aussi pouvoir se permettre de se rendre compte de ça. Moi, je vis aux États-Unis et voilà, c'est pas pour rien que les gens ne font pas de révolution, ils n'ont pas le temps. Ils travaillent juste comme des dingues. Et là, ils en font parce qu'il se passe vraiment des choses graves. Et si eux, ils vont dans la rue, c'est qu'il y a vraiment des choses qui vont changer, je pense. Ça n'arrive pas très souvent. Et c'est vrai que c'est là où il y a vraiment différentes cultures entre la France et les États-Unis. Voilà, les combats ne sont pas vraiment les mêmes. Et en tout cas, voilà, vous avez l'air d'avoir en tout cas appris de tous vos voyages et de tout. Voilà, il y a l'Inde, il y a aussi bien les États-Unis, l'Asie. Enfin, toutes ces cultures-là font que vous avez aussi du savoir à transmettre et des méthodes à transmettre. Et on est peut-être dans un monde capitaliste, mais on a quand même des choses ancestrales qui fonctionnent. Tu as parlé de la méditation aussi, qui est en effet quelque chose que moi, je sais en tant que coach, je fais et je le recommande. C'est pas facile et c'est pas simple, mais c'est un process et il faut passer entre guillemets par ce genre de choses. Chacun a ses méthodes, mais pour arriver à mieux se connaître et ensuite à être en phase et à être, on va dire, centré et puis enraciné. Et à partir du moment où on est bien enraciné, bah là, on peut grandir. Donc, merci à toutes les trois. Je vous laisserai le mot de la fin avant de parler rapidement de coaching. Voilà, en une phrase, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet qui, entre guillemets, synthétiserait ce que vous voulez faire passer comme message? Donc là, je passe la parole à Laetitia. Quand tu dis faire passer le message global, oui, si tu avais une phrase que tu voudrais que les gens, une ou deux phrases, et s'il y avait juste ça à retenir sur ce sujet. Faites-vous confiance, engagez-vous et servez le collectif. Servez définitivement le collectif pour pouvoir transformer nos institutions, la santé, l'éducation, nos entreprises, on vient d'en parler, vraiment l'ensemble de notre société au travers de valeurs, oui, de valeurs du vivant, de valeurs autour de l'humain et de l'environnement. Merci Laetitia. Marina, ton mot de la fin. J'en ai deux. Tu parlais de ce qui se passe aux États-Unis. Dans les grands groupes, dans les organisations dans lesquelles j'ai évolué, il y avait des équipes très homogènes. Et je ne peux pas finir sans dire que la diversité est une force. Moi, j'ai travaillé avec 53 nationalités. Et c'est trop sous-exploité la diversité dans les entreprises. Donc, j'ai vraiment un message à faire passer là-dessus. Et ensuite, par rapport au sujet, même si ça peut être lié, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est de ne pas hésiter à remettre en question ce qui existe déjà.
et à créer vos propres règles. Alors, l'idée, c'est pas qu'on soit tous des rebelles, mais quand même, aujourd'hui, on évolue dans une société où il y a beaucoup de choses à réformer, beaucoup de choses à créer, à réinventer, et ne vous privez pas de le faire. Et si vous avez peur, il faut que cette peur soit un moteur pour avancer. Il ne faut pas qu'elle vous paralyse. Il faut que vous trouviez en vous les ressources, la force pour vous permettre d'avancer, de tester, d'explorer et d'avancer dans l'incertitude. Moi, je suis amoureuse de l'inconnu parce qu'en fait, je pense que si on n'a pas peur d'avancer dans l'incertitude, la vie nous récompense parce que la vie récompense les audacieux. Donc, moi, je vous invite à être audacieux. C'est servi en ce moment, je pense, en termes d'incertitude là. Ouais, mais ça va. J'ai créé 2 boîtes, du coup. Merci beaucoup, Marina. Valérie, quel est ton mot de la fin? Hello? Oui. À toi, Valérie, oui. Pardon, excusez-moi, ça marchait pas la connexion. Alors moi, je dirais, comme vous l'aurez compris dans ce que j'ai pu dire avant, d'abord commencez par vous ancrer. Apprenez à vous connaître. On ne peut pas construire une maison sur des fondations instables. Enfin, il y a des choses simples. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment le prérequis. Donc, ancrez-vous à votre manière. Chacun a une fois encore son chemin. De toute façon, chacun en est quelque part dans son chemin en plus. Mais bon, ayez conscience de ça. Après, effectivement, on ne peut pas, à mon avis, raisonnablement courir derrière plusieurs engagements très sérieusement. Quand je dis très sérieusement, c'est évidemment très chronophage parce qu'il faut sans cesse faire des rencontres, sans cesse s'actualiser. Donc, bref, bon, tout dépend de ses choix de vie, mais arriver à créer un équilibre en ayant plusieurs engagements qu'on nourrit sérieusement, ça me paraît extraordinairement ambitieux. Donc, je serais tentée de vous dire choisissez, c'est ce que Laetitia disait tout à l'heure. Donc, ancrez-vous, choisissez, et après, surtout, choisissez les gens autour de vous. Parce que seul, on va plus vite. Mais c'est ensemble qu'on va loin. Ça paraît, là encore, trivial, mais c'est fondamental. Et bosser, bosser, bosser. Rebosser, travailler, bosser. Voilà. Oui, tout à fait. Merci Valérie. Et on en a en effet peu parlé, mais bien s'entourer. J'aime bien pas mal de podcasts et il y en a un qui parle des 5 personnes qui vous portent et qui font la personne que vous êtes. Donc c'est vrai qu'avoir ces 5 personnes, c'est bien quand même. On est dans le cadre on a fait cette conférence dans le cadre de la communauté My Private Coach App. Donc c'est une communauté de coachs et de consultants. Voilà, celle que si vous avez envie de partager un peu, parce que je pense que vous en avez tous eu votre vision du coaching. Voilà, surtout le coaching online, quels peuvent être les bénéfices du coaching, et puis ce que vous pensez de cette plateforme, cette nouvelle plateforme. Marina. Alors moi, je pense que déjà le coaching, c'est une activité qui doit être encadrée, c'est-à-dire qu'il y a un petit effet de mode. Alors, désolée, je prends. Excusez-moi, je reviens. J'ai mon petit chat, le côté mignon. Il arrête de pleurer, donc voilà, voilà, c'est l'instant mignon de la fin. D'ailleurs, c'est une situation, je pense que c'est une profession encadrée dans le sens où il y a beaucoup de gens là qui s'improvisent coach. Moi, j'aurais tendance à dire déjà faites attention à ça. Et c'est vrai que, alors, attendez, hop, excusez-moi. Les changements qu'on vit aujourd'hui, ils peuvent nous faire vaciller ou ils peuvent nous faire hésiter. Et je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'on a besoin d'être soutenu dans certains moments de notre vie et dans ce processus d'évolution. Et en fait, si on regarde bien les sportifs de haut niveau, parce qu'on aime bien l'excellence, hein, on ne va pas se le cacher, hein, on n'est pas là pour être médiocre, hein, on n'aime pas ça. Mais si on regarde l'excellence, les meilleurs sportifs, ils ont un coach sportif en fait. Donc, quand on fait une super perf dans une Coupe du Monde ou dans des JO, on a un coach qui nous a aidés. Donc, pourquoi ça ne serait pas pareil dans la vie en fait? Donc, avoir un coach dans sa vie ou pour réaliser ses objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, moi, je pense que c'est mieux que de se payer un resto ou une nouvelle robe dans une marque engagée, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut le démocratiser. Et le fait que ce soit online, ça permet d'avoir des gens aussi
Pas d'avoir les coachs à côté de chez soi, d'avoir un panel aussi beaucoup plus large de gens qui ont diverses expériences. Et donc, je pense que c'est super. Ouais. C'est un bon réflexe à avoir dans sa vie. Oui, ah, mais oui, totalement. Je l'ai découvert en arrivant aux États-Unis et bon, du coup, je suis devenue coach, mais d'autres choses. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est une profession, c'est un métier et un cadre qui existe, mais tout le monde n'est pas au courant de ce cadre-là. Et c'est important quand même de le rappeler parce que, enfin, en tout cas, je suis en phase avec ça et il y a des règles et c'est des méthodologies, c'est pas juste une discussion entre deux personnes, non, ça va quand même beaucoup plus loin. Et l'impact, en fait, peut être très, très important dans la vie de quelqu'un. Donc, voilà, c'est bien d'avoir quand même des gens qui ont conscience de cet impact et qui ont les bons outils. Donc, merci de le rappeler, Marina. Laetitia, je te laisse la parole là-dessus. En effet, oui, c'est un vrai métier. Donc, attention voilà, le processus de coach. Et c'est important aussi de bien identifier quelle personne peut nous accompagner, ça c'est certain. Je trouve que c'est d'autant plus intéressant de pouvoir le faire à distance. C'est qu'aujourd'hui, on est tous répartis dans le monde et c'est vrai, mais quel bonheur de pouvoir se reconnecter, en fait, même si on est dans des pays différents. On parlait de diversité, je pense que là, justement, le fait de le faire online nous permet justement de le vivre, en fait, où que l'on soit dans le monde. Alors oui, c'est absolument génial et avoir des coachs et pouvoir justement j'aime cette idée de soutien et je trouve que le coach est un soutien merveilleux. On en a tous besoin, c'est certain, surtout en phase de transformation, d'avoir ce regard bienveillant, d'avoir vraiment peut-être cette énergie que l'on n'a pas à certains moments de nos vies. Enfin voilà, c'est aussi je trouve que ça met en pratique exactement les valeurs que ce qu'on devrait avoir, quoi qu'il en soit, aujourd'hui dans notre société, vraiment d'entraide en fait. Donc oui, je trouve ça assez merveilleux, en effet, de mettre ça en place. Donc bravo à vous. Merci Laetitia. Merci d'insister sur ce point et de nous donner ton point de vue là-dessus. Valérie, quelle est pour toi la vision du coaching et l'intérêt d'une plateforme online comme My Private Coach App? Alors, le coaching, moi, je suis absolument convaincue sur le fond, déjà parce que pour l'avoir été, quand on est dirigeant, on est très seul, très, très seul. Et ça, faut l'avoir vécu pour s'en rendre compte. Et la solitude, quand ça souffle dans le spi, parce que ça arrive dans les boîtes de temps en temps, c'est pas facile à gérer parce que la responsabilité qu'on a vis-à-vis des équipes, là, soudain jaillit à la figure. Enfin, il y a plein de choses qui, du coup, peuvent paralyser. Donc, le coaching, moi, je suis évidemment très, 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 très favorable et cliente quand il est de bon niveau, effectivement. Déjà pour rompre cette solitude. Après ça, pour en avoir rencontré et expérimenté d'ailleurs certains, il y a de la réassurance aussi qui est très, 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 comment dirais-je, enfin, la réassurance, elle est très, je n'arrive pas à trouver les mots, elle est, Bénéfique. voilà, tout à fait. Elle est très bénéfique à un dirigeant qui, une fois encore, est seul. Donc, ça paraît là encore trivial, mais quand on est dans l'opérationnel, croyez-moi, on a des immenses moments de solitude où on a besoin de quelqu'un. Enfin, on a besoin. Quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui vous rassure, qui est bienveillant, qui vous écoute et surtout qui vous le challenge. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un coach qui ne challenge pas, moi, je trouve. Du coup, c'est très productif. Et enfin, évidemment, le fait que ce soit en ligne, bien évidemment, la souplesse, parce que c'est souvent compliqué. Et c'est très souvent, enfin moi, dans l'usage que j'ai fait des coachs qui m'ont aidé, c'est à un moment donné, vous êtes dans une impasse. Et donc, le fait que ce soit en ligne, c'est génial. Parce que ça donne beaucoup plus de souplesse, enfin, ça me paraît beaucoup plus approprié que d'aller au panel. Ouais. Donc, ça me paraît un produit non seulement dans l'air du temps, mais ça me paraît un produit qui va durer très longtemps parce que tout le monde va comprendre que c'est pas que sans, c'est compliqué, quoi. Oui, donc on a tous besoin d'un coach à un moment dans sa vie et que c'est pas
Ouais, non, c'est pas du tout c'est pas ni une coquetterie, parce que j'ai tout entendu sur la question, ni une faiblesse, encore une fois, ni une insuffisance. C'est au contraire une conscience qu'il y a des moments clés et que le fait d'être challengé par quelqu'un, moi, c'est comme ça que je vois le coaching, c'est me réaligner, quoi. M'aider à me rassurer, me réaligner, me dire, OK, j'y suis, j'ai le cap. Voilà. Ouais, merci Valérie. Merci à toutes les trois pour cette conversation autour du leadership engagé, donc organisé dans le cadre d'une série de conférences qu'on fait sur la reprise et la réinvention. Donc, merci de votre temps. Je sais qu'il est précieux pour toutes. Et je vous tiens au courant pour la suite, mais merci beaucoup. Merci Marie, à toi. Merci. Merci.